Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, à presque 9h-10, c'est l'heure de retrouver les grands débats du matin. Et avant de retrouver notre éditorialiste, Thierry Guerrier, on va parler d'une action collective contre les respirateurs défectueux du fabricant Philips, avec notre invité Christophe Léguevac, avocat au barreau de Paris et spécialiste des actions collectives. Oui, on vous avait déjà... Bonjour. On vous avait déjà entendu dans un certain nombre d'affaires, hein, la privatisation de l'aéroport de Toulouse ou encore le scandale du Levothyrox. Alors de quoi s'agit-il en fait? Ces respirateurs, quels sont-ils précisément? D'abord, il faut comprendre qu'il y a en France à peu près 350 000 personnes qui utilisent des respirateurs pour notamment lutter contre l'apnée du sommeil ou parce qu'elles ont des insuffisances respiratoires. Ces respirateurs donc leur permettent de respirer plus facilement, et ça évite notamment des problèmes cardiaques. Donc c'est plutôt une bonne chose sur le papier, quoi. Bien sûr. Les respirateurs pour ces personnes-là, c'est indispensable même à leur survie. Le problème, c'est qu'il y a dans ces respirateurs de la mousse qui est destinée à insonoriser, parce que ça fait un peu de bruit, l'appareil. Et cette mousse qui est en polyuréthane tend à se désagréger, à devenir des miettes, des toutes petites poussières de plastique, et cette poussière est envoyée par le respirateur dans le poumon. Un peu comme si on vous envoyait de l'amiante directement dans le poumon. Et l'année dernière, en fait, en juin 2021, Philips a décidé de retirer du marché au niveau mondial 5 millions de respirateurs parce qu'il considère qu'il y a un risque, alors pour le moment on n'en est qu'au risque, il y a un risque que cela irrite le poumon et même que ça amène des cancers. Alors, il faut être prudent. Je ne dis pas que le respirateur donne le cancer, c'est pas ça. Simplement, c'est Philips lui-même qui considère qu'il y a un danger et qui a voulu retirer ces respirateurs. En juin 2021, aujourd'hui, quasiment presque un an après, 93% des respirateurs en France sont de l'ancien modèle et donc présentent toujours le risque. C'est déjà un premier problème. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que des études aux États-Unis montrent que Philips connaissait ce risque et ce danger depuis 2015. Et donc là, ça commence à devenir un petit peu plus inquiétant. Pourquoi ont-ils attendu autant de temps avant de réagir? Peut-être des études complémentaires, quoi, non? C'est ça, d'avoir... parce que vous dites, bon, c'est des risques, c'est pas complètement avéré, quoi, non plus. Donc, le principe de précaution fait que, normalement, on doit agir tout de suite. Et surtout quand on a une alerte de ce type-là. Bon, donc, alors, Philips a agi quand même en annonçant qu'il retirait. En annonçant, c'est pas la même chose. Et alors, pour votre action collective, elle va porter sur quoi, alors précisément? Depuis une semaine qu'on m'a contacté, on est débordé par les appels des personnes qui sont angoissées, parce qu'elles se font du souci pour leur survie, et donc on leur propose deux types d'actions. Il y a une première action qui est une action civile qui se destinait à indemniser ce qu'on appelle le préjudice moral d'anxiété. Ça, c'est assez simple, c'est ce qu'on a fait dans le dossier Levothyrox, et on a gagné devant la Cour d'appel de Lyon. Et à côté de cette action civile, on propose une action au pénal, qui sera certainement réservée aux associations ou aux personnes très malades, et qui va permettre de savoir exactement ce qui s'est passé, et de faire des expertises approfondies pour connaître la vérité. Et les autorités sanitaires, alors comment elles réagissent, elles? Dans ce dossier, elles ont été saisies probablement, non? Comme toujours, avec un peu de retard. C'est-à-dire que l'ANSM a attendu le mois de février pour s'apercevoir qu'entre juin et aujourd'hui, il ne s'était rien passé chez Philips. Et les utilisateurs, alors, ils continuent de les utiliser parce que il y a un petit risque, vous dites d'un côté, mais s'ils sont habitués aussi à les prendre, il peut y avoir aussi un risque à arrêter de les utiliser, non? Tout à fait, et les médecins recommandent de ne pas cesser d'utiliser les appareils tout de suite. Ils peuvent encore continuer un certain temps, le temps justement qu'on puisse fabriquer des nouveaux appareils qui ne soient pas dangereux. Et il faut surtout pas arrêter de les consommer. C'est pas du tout l'idée de l'action. Simplement, on va avoir un délai de latence assez important pour avoir accès à des appareils de ce type. Donc les personnes qui sont concernées, elles peuvent vous contacter, c'est ça en fait? Nous avons créé une plateforme qui s'appelle myleo.legal, M-Y-L-E-O, et qui est destinée à porter les actions collectives. Et là-dessus, vous avez toutes les explications sur la démarche à suivre, les pièces qu'il faut communiquer et comment s'inscrire en ligne. Et là, vous avez eu, ce que vous dites, plusieurs dizaines d'appels déjà? Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis une semaine. Il y a une page Facebook qui a été créée par un malade et du jour au lendemain, quasiment, il y a eu 2000 inscriptions. Donc il y a une sensibilité très forte du public, d'abord, qui cherche de l'information et qui cherche à être rassuré. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi Philips n'a pas opéré, mais s'ils ont lancé leur avertissement, et donc là, ils ont réagi, donc ce qui est plutôt une bonne chose, un rappel, en fait, des appareils? C'est un peu le reproche qu'on leur fait. Ils ont fait un communiqué de presse disant qu'ils rappelaient,
Ça, c'était en juin. Oui. Et aujourd'hui, il y a encore 93% du matériel qui est toujours sur le marché. Oui. Vous êtes en contact avec eux, avec Philips ou pas ? Pas encore. Pas encore, non. Vous les appelez à entrer en contact avec vous ou pas ? Non. Vous menez votre action collective. De toute façon, chaque fois qu'on fait une action, au préalable, une fois que les inscriptions sont closes, on contacte l'industriel pour savoir s'il veut discuter. Ouais. S'il veut discuter, c'est bien mieux parce que ça permet d'avoir une solution tout de suite. Ouais. Merci Christophe Lecvac donc pour cette action collective sur ces respirateurs défectueux du fabricant Philips. On verra aussi comment Philips va réagir et surtout on prévient quand même les auditeurs qui pourraient être concernés par ça. Il ne faut pas du jour au lendemain quand même tout arrêter aussi. Et il faut prendre contact avec son médecin. Bien sûr. Tout simplement avec son médecin. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Bien sûr, on poursuit les grands débats. On va poursuivre les grands débats. Juste Thierry Guerrier, avant de retrouver Éric Revel en fait tout à l'heure sur l'un des points en fait dans le débat politique qui va être assez intéressant en fait aujourd'hui. On va suivre cette rencontre entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy parce que Valérie Pécresse ça plafonne en fait beaucoup. Il y a eu des défections en fait aujourd'hui. Il y a aussi ce convoi de la liberté. Je vous invite d'ailleurs à nous appeler pour réagir. Est-ce que vous redoutez en fait des affrontements, des débordements lors de ce convoi de la liberté? Est-ce que c'est risqué aussi pour le gouvernement avec ce convoi qui converge vers Paris et l'interdiction qui a été lancée par le préfet allemand? D'une manière ou d'une autre, le rappel de l'épisode Gilets jaunes dans le quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas forcément la meilleure période et le meilleur épisode de la vie politique d'Emmanuel Macron, président de la République, ça c'est sûr. Oui. Il y a évidemment une corrélation entre les deux épisodes, entre les deux mouvements aujourd'hui. Ça a été rappelé par l'auditeur que vous aviez en ligne tout à l'heure, ce matin. Bien sûr. Oui, donc on imagine en plus un processus un petit peu violent autour de Paris. Ce sont des images qu'on n'a pas forcément ou que le président futur candidat n'a pas forcément envie de voir se produire aujourd'hui dans cette période. Oui. Alors, est-ce que vous soutenez ce mouvement? Est-ce que vous dites que attention, il y a des risques de débordement d'une part ou d'une autre? Vous nous appelez 0826 300 300 et vous pourrez réagir en fait tout à l'heure en direct à l'antenne. Et vous continuez à voter sur Twitter. Et vous continuez à voter. Voilà, parce que là, 72% de nos auditeurs ne craignent pas de débordement de cette arrivée du convoi à la liberté sur Paris malgré l'interdiction de la préfecture de police. En revanche, beaucoup de messages, c'est à peu près toujours les mêmes types de messages. Ils craignent des débordements plutôt de la police en revendiquant un convoi pacifique. On en recose bien sûr dans quelques instants avant de retrouver après le flash Éric Revel. Là tout de suite Sud Radio, il est 8h56. Le grand matin Sud Radio 7h10, Patrick Roger, Laurence Garcia. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Sud Radio à 9h03 avant de poursuivre dans quelques instants nos grands débats du matin avec notamment Thierry Guerrier et vos appels au 0826 300 300. Vous continuez à voter sur Twitter et répondre à notre question sondage du jour. Est-ce que vous craignez ou pas des débordements lors de l'arrivée du convoi de la liberté? Pour l'instant à 72%, vous êtes majoritairement à ne pas craindre de débordement, si ce n'est ceux de la police. En tout cas, c'est ce que vous mettez dans vos commentaires. Et vous pouvez réagir et nous appeler au téléphone dans quelques minutes. On en parlera. Avant de retrouver aussi Revel en campagne, mais Éric Revel qui est avec nous. Bonjour Éric. Juste, je voudrais qu'on fasse un petit tour parce que Félix Mathieu là vient de parler de pronostics du quintet. Bon, on va faire les pronos aussi autour du rugby. Parce que vous avez surpris et choqué quelques personnes, mais évidemment tout cela quand même à bienveillance parce que vous avez donné le prono de 30-4 et c'est vrai que Éric Revel peut vous le dire, il peut pas y avoir 4. Il peut pas y avoir, non, parce qu'un essai c'est 5 points, donc 4 points ça n'existe pas. Et il y a une transformation c'est 2 points, une pénalité c'est 3 points. Non mais 4 points c'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire que vous pouvez après avoir... Ni 4,5 ni 5, 3, 4. Non mais c'est bien, ça fait beaucoup réagir. Alors, on a avec nous la championne des pronostics, c'est Cécile de Mélibus. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour, comment ça va? Bon, à l'écoute Cécile qui est avec nous, dans les Pyrénées, on ne dira pas où, mais... vous pouvez le dire. Écoutez, alors je suis à Luchon, je suis dans une salle de restaurant et j'avais à côté de moi 2 auditeurs qui adorent Sud Radio, donc voilà, je peux pas être mieux placé. Bon, et donc ils vous ont interpellé, c'est vous, Cécile de Minibus, la championne des pronostics, parce qu'on rappelle que le week-end dernier... C'est mon nouveau titre, absolument.
C'est ce qui est marqué en haut de Wikipédia, absolument. Alors, bon, Cécile, donc vous êtes à Luchon, où il y a le festival. Hein, il y a le fameux festival autour du... C'est le documentaire, hein, c'est ça, je crois. La série, festival de série. Oui, festival de série. Bon, alors, tout va bien, Cécile? Alors moi, je vais peut-être vous surprendre. Je vais faire 39 pour la France et 20 pour l'Irlande. Voilà. 39-20. Ouais, 39-20. Ouais. Bon, très bien. Ouais. On retient. Il y a beaucoup d'écart, mais je pense que la France est très dynamique, que l'Irlande a montré des belles choses, mais je sais pas pourquoi. Je pense quand même qu'on va bien leur mettre une raclée. Bon, alors attendez, vous savez Patrick que les Irlandais noté, sont les 39-20. Je note parce que la semaine dernière, donc vous aviez eu le score quasiment exact. Ils peuvent pas se quitter ces deux-là. Hein. Bon. C'est dingue. Éric Revel, un pronostic, vous? Moi, je suis un peu plus réservé parce que le match d'entrée contre l'Italie n'a pas été totalement convaincant pour le 15 de France. Alors, ils nous ont expliqué qu'ils étaient en chauffe, etc. Donc, attention quand même, parce que les Irlandais, ils ont fait un très bon premier match. Ouais. C'est vrai. Moi, je suis un peu prudent. On se voit peut-être plus beau qu'on est, vous voyez, on est déjà à se dire est-ce qu'on va faire le grand chelem ou est-ce qu'on va gagner simplement le tournoi. Déjà, battons les Irlandais correctement et proprement, et ce sera déjà pas mal. Voilà, Alors 4-4, non, je plaisante. C'est drôle. Je sais pas. Oui, victoire de l'équipe de France, parce que sinon. Bon, mais vous n'arrivez pas à donner le score. 20 à 7. 20 à 7. Allez, 20 à 7. Ah, quand même, c'est quand même assez net, quoi, ça. Ouais. Thierry Guerrier, allez. Non, moi je pense que c'est le propre de Cécile Dominibus et de Laurence Garcia de nous apporter tous les jours ce sourire et de nous doper pour que la France. Les femmes sont pas capables de donner pour le cycle de rugby. Pas du tout, c'est pas du tout. On va tout de suite. Je dis qu'elle nous apporte un sourire que vous ne mettez pas. Voilà. Allez, boum. Alors, et votre pronostic? Ah ben moi, en revanche, j'écoute ce que dit sans modérer Éric Revel, donc je suis pour 21-7, moi. 21-7, oui. Bon, 21-7, bon alors... Et vous, pour la Patrick, France. bien le chiffre? Allez, moi je dis 28-23 pour la France, mais ça va être serré. Ah voilà. Ouais, ça va être très serré. Ça va être très serré. J'aime beaucoup ces grands débats en fait. Oui, non mais bien sûr, non mais parce que c'est l'événement ce week-end. C'est l'un des événements. Il y a toute l'actualité aussi, bien sûr, mais c'est l'un des événements et qui sera partagé par de nombreux auditeurs sur Sud Radio ce week-end avec ce match France-Irlande qui est vraiment le choc dès la deuxième journée puisque ce sont les deux équipes favoris et que les Français. Il ne faut pas oublier qu'ils préparent aussi la Coupe du Monde et qu'ils ont le meilleur joueur du monde dans leur rang avec Dupont. Et ce sera à suivre donc demain à 17h45. Bon festival, Cécile, il vous manque pas trop, Patrick, là, ça va? Vous me manquez. Mais vous aussi, Laurence, vous me manquez. Éric Revel, Thierry Guerrier, les auditeurs, bien entendu. Mais c'est pour faire durer le plaisir de l'attente, c'est pour ça que Voilà. Allez, profitez bien, Cécile, et revenez. Pas trop de ski, attention, ça glisse quand même, le ski. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais ça glisse. Donc je ne vais pas m'éclater non plus. Allez, je vous embrasse. Allez, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric. Bonjour à tout le monde. Bon, c'était une petite parenthèse. Allons-y. Donc, évidemment, Éric Revel, sur ce qui va se passer en fait aujourd'hui. C'est particulièrement intéressant dans cette campagne, puisque on voit que c'est compliqué pour Valérie Pécresse. Il y a des gros nuages en fait à l'horizon. Les coups pleuvent sur Valérie Pécresse, donc, et même Nicolas Sarkozy s'y met. Hein. Ah oui. Alors, si je devais filer la métaphore rugbystique, je dirais que avant la mêlée générale, vous voyez, avant que Emmanuel Macron introduise la balle sous le pied des talonneurs politiques, tout le monde essaie de la mettre hors jeu, Valérie Pécresse. Tout le monde essaie de la mettre hors jeu. Alors ça va être très chaud, la rencontre tout à l'heure, entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy. La candidate LR pourra peut-être d'ailleurs demander à l'ancien chef de l'État s'il l'a vraiment qualifié de pain-bêche, comme le rapporte le Canard enchaîné. Ce qui est certain, c'est que les propos tenus par Nicolas Sarkozy dans le Figaro, alors si je suis de bonne humeur ce matin, je dis qu'ils sont pas très élogieux. Si je suis plus réaliste, je dis que c'est un tacle terrible. Nicolas Sarkozy dit c'est une techno, alors elle bosse peut-être mais elle imprime pas, elle est inexistante. Sarkozy va même jusqu'à reprocher à Valérie Pécresse de toujours parler de Chirac et jamais de parler de lui, le grand président Sarkozy qui l'a fait ministre pendant 5 ans. Non, ça chauffe terriblement pour Valérie Pécresse. Oui, et Wörth, le rallye à Macron, appelle sans doute d'autres ralliements, c'est ça, de membres des LR. Oui,
Woerth, donc l'ancien ministre du budget de Sarkozy, rallié à Emmanuel Macron. Vous avez vu la maire de Calais ce matin dans le Figaro. Oui. Et puis j'ai noté aussi un truc intéressant. Il y a un grand maire d'une grande ville qui s'appelle Gaël Perdriau à Saint-Étienne, qui lui a dit non, moi qui est LR, qui a dit non, moi je parrainerai pas Valérie Pécresse. Vous voyez ça tombe dru sur la tête de Valérie Pécresse. Puis il faut pas oublier non plus l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Vous savez, Rachida Dati, qui elle y a été aussi à coup de canon. Elle a dézingué le directeur de la campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini. Bon, tout s'est fait, Patrick. Bon, un peu court de récréation, ok. À mon avis, sont trop nombreux et trop rapprochés pour être fortuits. Je pense qu'il y a une stratégie macroniste, de cibler Valérie Pécresse. Alors ok, il y a un début d'incendie chez Pécresse parce que les sondages glissent et ne se tiennent pas. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le camp des Républicains juste avant l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Et on connaît tous trop la politique pour imaginer que tout ça est un hasard et n'est pas calculé. Oui, et le meeting de Pécresse ce week-end à Paris, c'est un tournant ou pas ? Bah bien sûr, c'est un tournant. Et là aussi, je rajoute dans la louche de l'analyse, vous vous rendez compte ? Tout ce qui arrive à Valérie Pécresse, ça arrive en 3 jours, en 4 jours, juste avant sa rencontre avec Nicolas Sarkozy, et juste avant son meeting qui se tient dimanche au Zénith à Paris, qui doit être évidemment pour la candidate LR une façon de se relancer ou de se donner un peu d'air. Et puis regardez, Zemmour, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a repris à son compte le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy. Valérie Pécresse, bon, ok, elle en a que à la bouche que pour Chirac, mais souvenez-vous aussi que Sarkozy, en décembre dernier, alors il partageait pas du tout les idées de Zemmour, il l'avait dit, mais, il avait volé un peu au secours de Zemmour en estimant que certains journalistes étaient trop agressifs avec le candidat de Reconquête. Alors, une chose est certaine, Sarkozy, en plus, d'après les médias, n'assistera pas au meeting de Valérie Pécresse dont vous parliez. Vous voyez, c'est un nouveau coup dur pour Pécresse, qui aura peut-être le temps de méditer la phrase de son mentor, Jacques Chirac, puisqu'elle n'a que Chirac à la bouche, Valérie Pécresse, le fameux « les emmerdes volent en escadrille », le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'escadrilles dans le ciel orageux de la campagne électorale de Pécresse. Les grands débats du matin, est-ce que vous pensez qu'il se passe quelque chose pour Valérie Pécresse et que le camp LR tremble un peu ? Vous pouvez nous appeler, réagir 0826 300 300, réagir aussi sur les autres sujets du jour. Thierry Guerrier, sur ce que disait en fait à l'instant Éric Revel, on assiste à un tournant donc à la fois à travers ce meeting et puis à travers ces tractations là, et ces critiques, quoi. Il y a déjà un fait notable, c'est que Nicolas Sarkozy, qui demeure le père spirituel, la tutelle morale de LR, n'a pour l'instant pas pris formellement position pour elle. Ce silence déjà à propos de la candidature de Valérie Pécresse est déjà un désaveu en soi, et ça étaye totalement ce que vient de dire Éric. Oui, donc ce qui veut dire que elle pourrait être débranchée. Est-ce qu'on pourrait aller jusque là ? Elle n'est pas dans la situation d'Anne Hidalgo, mais il y a un parallélisme quand même qu'on peut faire entre les deux situations, c'est-à-dire qu'on voit bien, comme on voit toute une série de lieutenants ou de barons ou de grands élus du PS soutenir tout de même avec des pincettes une Anne Hidalgo qui est subclaquante. Valérie Pécresse n'est pas dans cette situation, mais regardez, Laurent Wauquiez, qui est tout de même là lui aussi une des figures montantes, il ne veut pas de la victoire, en tout cas ça c'est un procès d'intention que je suis en train de lui faire. La réalité c'est que lui aussi il va avec et puis évidemment il y a les grandes défections. Éric Woerth, c'est tout de même considérable cette semaine ce qui vient de se produire. On parle là de Jean-Pierre Raffarin qui peut-être aussi pourrait... Qui avait rejoint le camp de Valérie Pécresse. On disait donc justement qu'il y avait une dynamique parce qu'il y avait des grands ténors de la droite en fait, on parle de lui pour rejoindre Macron. Oui, voilà. Donc le siphonnage peut commencer. Donc là, il y a ce qui se passe à droite et qui, à mon avis, va s'amplifier. C'est-à-dire que vous allez avoir d'autres élus ou barons de LR qui vont sans doute rejoindre Emmanuel Macron. Bon, Jean-Pierre Raffarin, il nous habitue. Lui, c'est la phrase de Gaffort. C'est pas la girouette qui sonce devant, c'est le vent. Bon, mais il y a aussi des élus de gauche. Là, vous savez, on parle de Claude Barthelone qui pourrait rejoindre Macron. On parle de François Rebsamen, le maire de Dijon. C'est fait. Oui. Mais il y a aussi tout ça qui va se produire. Donc, il continue à faire à dynamiser bouger un petit peu les partis, comme en 2017. Alors très bien, c'est de la stratégie politique, tout ça, bon, parfait. Mais
qu'est-ce que ça veut dire quand même de la démocratie? Est-ce qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, si tout se vaut et que le contraire vaut le... Enfin, moi je pense qu'on rentre dans une seringue qui me paraît compliquée, surtout qu'il y a quand même des problèmes sociaux, il y a quand même des problèmes économiques, il y a quand même des tensions communautaires dans ce pays. Et si Emmanuel Macron fait turbuler le système juste pour se faire réélire, il faut voir à quel prix il va le faire. Pour la démocratie française. Oui, c'est ça. Et ça veut dire qu'il gouvernerait avec une partie en fait centriste à droite et centriste à gauche, face, s'il était réélu, face à des partis beaucoup plus. Oui, alors moi je ne crois pas du tout que Valérie Pécresse va être débranchée, pas du tout. Oui. Mais si vous voulez, on voit bien ce que ça veut dire. C'est que si le camp Macron affaibli à ce point-là, avec l'aide de Baron, de LR et de Nicolas Sarkozy en tête, Valérie Pécresse, l'idée, évidemment, dans la stratégie macroniste, c'est de faire monter le vote Marine Le Pen et le vote Éric Zemmour, puisque à chaque fois, Macron est persuadé qu'au second tour, il va en faire ses emplettes. Bon, alors le jeu est dangereux, mais surtout c'est ça, l'affaiblissement de Valérie Pécresse, s'il se confirme dans les sondages, après tout ce qui lui arrive là sur la figure, à qui ça va profiter? Ça va pas profiter à Jean-Luc Mélenchon. Ça réagit beaucoup à votre écoute au standard au 0800 26 300 300. Il y a Pierre qui nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Oui, bonjour, Sud Radio. Je suis un auditeur fidèle de votre station et je vous félicite à chaque fois de vos émissions. Oui. Je suis un peu déçu par l'analyse concernant Woerth. Moi, à mon avis, tous les barons LR qui ont des casseroles et qui ont des procédures en cours, ils vont être tentés par le fait de rejoindre Emmanuel Macron. D'ailleurs, je m'interroge beaucoup sur le fait que Sarkozy retarde son soutien à Valérie Pécresse alors que c'est le fondateur du parti. C'est quand même un peu comique. Ouais. Voilà, donc à mon avis, les défections, elles sont liées simplement au fait que Macron peut accélérer ou ralentir ses procédures. Voilà, donc c'est un peu une analyse de bisounours que vous faites pour moi. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Non mais vous avez raison Pierre, c'est-à-dire qu'il y a probablement aussi quelques raisons derrière qui peuvent un peu nous échapper, qui nous échappent pas totalement, ça faut le dire. Voilà. Bon, après il y a aussi les forces en présence, quoi. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, je sais pas ce que vous en pensez Pierre, mais elle n'a pas réussi pour l'instant aussi à imprimer, alors peut-être que ça peut se déclencher, mais à imprimer quelque chose, d'une dynamique, un enthousiasme, comme Zemmour, qui est parti de rien, a réussi à le faire pour arriver quasiment au même score dans les intentions de vote, quoi. Je suis 100% d'accord avec vous sur les qualités supposées de Valérie Pécresse et qu'elle ne montre pas. Il n'y a pas d'adhésion ni dans son parti, ni au niveau des supporters LR, ni au niveau des citoyens en général. C'est vrai qu'elle a du mal à démarrer, mais il faut voir aussi quelle est la qualité intrinsèque des gens qui la soutiennent ou qui la soutiennent pas. Moi, je pense qu'avec Woerth, quand vous regardez son CV, c'est quand même un membre éminent des LR, qui a été trésorier du parti, qui a été ministre plusieurs fois, qui est vraiment, voilà. Donc, c'est une défaillance comme ça s'analyse, je veux dire, en détail, et les motivations, à mon avis, que vous évoquez, sont pas assez précises, quoi. Voilà, il faudrait rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire, comme je dis, qu'est-ce qu'il y a comme poursuite et qu'est-ce qu'il y a qui peut faire pencher la balance. Oui. Non, mais vous avez votre réflexion est juste, même si évidemment c'est pas complètement avéré, mais c'est tout à fait possible. Thierry Guerrier, vous vouliez réagir? Merci, Pierre. Je trouve que ce que dit Pierre est très pertinent, mais qu'est-ce qu'on fait depuis 5 ans? Et c'est ma réserve par rapport à l'analyse d'Éric Revel, et c'est ce que souligne Pierre au fond. Qu'est-ce qu'on fait depuis 5 ans? Les cadres, les grands élus des deux grands partis politiques que sont les LR ou le Parti Socialiste, pour essayer de venir contrer la stratégie d'Emmanuel Macron, qui est la même 5 ans plus tard, sauf qu'entre-temps, il a eu 5 ans de président de la République, c'est-à-dire le prince utilise toutes les armes qu'il a sur son jeu d'échecs pour avancer. Les pions, est-ce qu'ils sont musclés? Est-ce qu'ils ont trouvé des idées? Est-ce qu'ils sont venus porter autre chose? Non. La réalité, c'est qu'il y a un vide sidéral, et ça donne une certaine puissance, évidemment, à quelqu'un qui manœuvre, et qui manœuvre peut-être avec les éléments que vient de citer Pierre, quant à Woerth, par exemple, mais dont acte, ça fait partie du jeu. Mais moi, quel travail a été fait par le PS et LR depuis 5 ans pour aujourd'hui peser sur le renouveau. Se soit vu promettre un job par Emmanuel Macron, comme peut-être le même Emmanuel Macron. Vous répondez pas à ma question. Si, je vais répondre. Vous savez, il s'est passé la même chose dans le sud de la France, où Hubert Falco, maire de Toulon, Christian Estrosi, maire de Nice, on rejoint le panache d'Emmanuel Macron. Bon, en fait, il y a un débauchage d'élus locaux important des LR.
Mais c'est pas parce qu'ils ont des affaires et que la justice va étouffer ces affaires si Macron est réélu. Non, moi je pense plutôt qu'on leur promet des jobs. On leur promet des jobs ministériels. Bon, ça fait partie. Vous savez, Mitterrand avait fait la même chose quand il avait ouvert aux centristes Jean-Pierre Soisson, mémoire d'ouverture, etc. Mais ce que je voudrais dire quand même sur Valérie Pécresse, c'est que je pense que malheureusement sa candidature est mal née. Pourquoi elle est mal née? Parce que ça a été une espérance sans doute chez les Républicains d'avoir une femme qui puisse accéder ou qui va accéder, on verra, à l'Élysée. Mais pourquoi elle est mal née? Parce qu'elle est écartelée idéologiquement. Finalement, elle fait les frais de cette primaire républicaine. Elle travaille pendant 5 ans intellectuellement, une situation débordée. Non, c'est pas ça. Éric Zemmour surgit, alors que les LR n'ont pas de corpus Gallier, c'est pas seulement ça. C'est qu'elle doit donner des gages en permanence à son aile centriste, à Éric Ciotti à droite. Elle incarne quelle ligne? Est-ce qu'elle le sait? Et puis en plus, moi je pense que sur la forme, elle a un problème de tonalité, de ton, d'éléments. Quand elle essaie d'improviser, par exemple, on l'a tous vu là récemment, pour son prix de la personnalité politique. La comparaison avec la guerre des étoiles. Au secours. Allez, dans un instant, on continue les grands débats du matin. Et on attend vos appels au 0826 300 300 et sur Twitter, Sud Radio, il est 9h20. Oui, et non, mais surtout sur le convoi de la liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous le soutenez ou pas? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous votez sur Twitter. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Il est 9h23 avant de retrouver nos grands débats du matin. À partir de 9h30 jusqu'à 10h, dans La Vérité en face, on parle de l'Élysée, les oligarques contre l'info. C'est en tout cas le titre du livre de Jean-Baptiste Rivoire chez Les Liens qui Libèrent. C'est un journaliste d'investigation. Et vous le verrez avec lui, il se pose bien des questions sur la liberté des médias aujourd'hui, forcément face à la concentration des médias dont on parle beaucoup. Mais tout de suite, on reprend nos grands débats avec de nombreuses questions. On va revenir sur le convoi de la liberté. Et cette question qu'on vous pose sur Twitter depuis 7h du matin maintenant. Est-ce que vous craignez des débordements ou pas lors de cette arrivée du convoi prévue ce soir sur Paris? Pour l'instant, honnêtement, à 72%, ça bouge pas trop, Patrick. Oui. Au 0826 300 300, qui est avec nous? C'est Pierre qui nous appelle de Paris, je crois. Ah, c'est un autre Pierre. Ah non, c'est Alain de Montpellier. Alain de Montpellier. Oui. Alain de Montpellier a pris la place de Pierre de Paris. Bonjour Alain. Bonjour, vous m'entendez correctement? Oui. Oui, très bien, très bien. Voilà. Oui. Bon, écoutez, moi je suis à 100% pour le convoi des libertés. On a quand même dans ce pays le droit de s'exprimer sans faire de mal à personne et sans gêner personne. Jusqu'à présent, les convois se déroulent très bien. Par contre, il faut stipuler qu'il y a quand même un phénomène que le gouvernement n'avait pas prévu. Oui. C'est que la population, comme au début des Gilets jaunes, est massivement soutien de ce mouvement, parce que j'ai fait le départ du convoi, je suis hospitalier hélas et je travaille ce week-end, donc j'ai assisté au départ des Montpelliérains hier, une partie, parce qu'il y en a d'autres qui partent aujourd'hui. Il faut voir l'engouement des travailleurs en zone industrielle, puisqu'on était dans un géant casino en périphérie de Montpellier. Il faut voir l'engouement des gens qui partaient au boulot. Les klaxons, c'était assourdissant, on n'arrivait même plus à parler entre nous. Mais quand il y a eu des premières enquêtes d'opinion qui ont été réalisées, Alain, elles n'étaient pas aussi claires que ça sur le soutien à ce mouvement. Autant il y avait un soutien au mouvement des Gilets jaunes, là c'est beaucoup plus ambigu quand même. Hein. Ah mais je dis ça. C'est peut-être ambigu, ok, peut-être, mais enfin c'est ambigu pour une partie de la population. Les macronistes qui ne s'attendaient pas à ça, c'est quand même depuis 4 ans, 5 ans, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est quand même tous les samedis. Je vous rappelle quand même, Patrick, que dans Montpellier, on est entre 1500 et 2000, 2500 tous les samedis et personne n'en parle, à manifester dans les rues. Le centre-ville est complètement paralysé par les manifestations et personne n'en parle. Donc il n'y a que le gouvernement qui croit que, en fait, toutes ces contestations, qu'elles soient gilets jaunes ou autres, sont finies. Et puis il faut arrêter avec les anti-vax, parce que je suis hospitalier personnellement, vacciné, le fusil sur la tempe pour mes 3 doses, sous peine d'exclusion, et voilà, alors qu'on nous demande d'aller travailler contaminé Covid, puisque j'ai des tas de collègues qui sont Covid avec la FFP2 sur le nez et qui sont là en poste pendant 10 heures, donc il faut arrêter le cinéma là aussi. Bon, voilà, on nous a accusé d'avoir mis le Covid dans les hôpitaux il y a 3 mois, et là voilà que maintenant on nous fait travailler Covid. En fait, il y a tout un tas de contestations qui s'agrègent.
dirais-je, pouvoir d'achat, les gilets jaunes sont là, des tas de retraités, et je vois sur il y a beaucoup de retraités, c'est vrai. Oui, hein. Alors là, ils ont plus de temps aussi parce qu'il faut être disponible pour pouvoir prendre la route. Peut-être plus de moyens que les salariés qui ont les familles et les enfants avec des obligations. Voilà, donc j'étais agréablement surpris parce que tous ces gens, donc là maintenant, la décision du préfet allemand d'interdire, moi je suis personnellement mort de rire. On est en pleine vacances de février. Il y a des tas de familles qui se déplacent sur la région parisienne, visiter Paris, Euro Disney, la famille, c'est vrai, deux zones vont se croiser. Mais comment va faire monsieur l'Allemand? Alors vous avez un autocollant, vous rentrez pas, vous avez un drapeau, vous ne rentrez pas, mais de toute façon, ces gens-là n'en ont rien à faire. Ils se gareront gentiment en périphérie de Paris, prendront des transports en commun et rejoindront les manifestations. Ce n'est pas du tout un problème. La manifestation, on n'a pas le droit en France d'interdire une manifestation. On peut interdire un périmètre, on peut interdire un parcours, mais depuis quand monsieur l'Allemand, qui a déjà fait des vertes et des pas mûres à l'époque des Gilets jaunes, d'ailleurs il est toujours en poste, se permet d'interdire à la France du samedi après-midi, qui fait ses courses en région parisienne, de circuler, d'emprunter des rocades. Mais c'est scandaleux. Mais je ne vais pas employer le mot dictature parce que je sais que ça ne se fait pas. Bah non. Mais... Et puis quand on regarde ce qui se fait en Chine, on ne peut pas comparer quand même. Et puis dans d'autres pays. Franchement, non, mais c'est vrai. La Chine, Patrick, moi la Chine, peu importe, je ne suis pas chinois, je suis français, je vis en France, je paye mes taxes en France et je regarde les problèmes à mon niveau de français. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc je dis simplement que l'Allemand fait n'importe quoi. Ce gouvernement ne s'y attendait pas. Ils sont en pleine élection. Ils ont créé un hashtag avec des espèces de trolls sur Twitter. Vous l'avez vu, qu'on voit de la honte. Mais comment font ces gens pour rouler dans des camping-cars? Eh bien, ces gens travaillent. Ces gens ont des RTT. Ces gens ont des enfants. Ces gens ont un boulot. Il s'agit de toutes sortes de travailleurs. Il y a vraiment toutes sortes de gens. Et il faut arrêter de criminaliser un petit peu ce mouvement. Voilà. Thierry Guerrier, merci Alain pour votre appel donc de Montpellier. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir nous appeler. Thierry Guerrier, un commentaire par rapport justement aux autorités qui ont décidé, alors elles, d'interdire ce rassemblement. Je sais d'ailleurs qu'il y aura un référé cet après-midi. Il y a une action qui a été engagée en référé, quoi. Oui, non, il y a des règles, il y a des procédures, il y a une loi, des lois. On peut interdire parfois, contrairement à ce que vient de dire Alain, des manifestations. Mais ce que j'entends, ou ce qui m'importe, moi, dans ce mouvement, c'est la réalité de ce que vivent une partie des Français. Voilà. On le disait déjà au moment des Gilets jaunes, on peut le considérer aujourd'hui. Vous avez vu, nous sommes tous au cœur de cette augmentation des tarifs de l'énergie. Voilà la réalité de ce que vit une partie des Français. C'est des difficultés considérables. Moi, je n'entends que ça. Et ça vient sonner comme une petite musique, comme un rappel, comme un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron en ce moment, c'est clair. Et le président de la République le sait, puisqu'il a fait prendre par le gouvernement des mesures pour essayer d'atténuer ce choc quand même considérable sur la vie des plus modestes. Pour l'instant, c'est quand même... c'est pour dire que politiquement, il mesure bien, il surveille comme le lait sur le feu ce mouvement comme d'autres. Vous croyez, Éric Revel? Oui, bon, d'abord, il ne faut pas céder à la démagogie, je regrette, mais c'est pas l'interdiction de manifester qui est remise en cause. C'est stipulé par le Code de la route, je crois que c'est l'article 482, qui dit que si vous bouchez vous risquez 2 ans de prison, 4500 € d'amende, etc. C'était le communiqué hier de la préfecture de police. Bon, donc il y a quand même des lois qui encadrent. Après, on peut être pour être contre. Bon, ce mouvement, c'est vrai qu'il peut prendre de l'ampleur. Ça peut être un sujet pour Emmanuel Macron. Ça peut l'obliger à décaler d'ailleurs son entrée en campagne. Pourquoi pas, si ça prend de l'ampleur. Ça arrive évidemment à un moment un peu charnière, puisque, comme le disait cet auditeur, il y a des allées et venues de vacances de février. Donc c'est vrai que ça peut créer des tensions, des bouchons. Enfin, il faut être vigilant, parce que tout peut déraper dans un pays comme le nôtre qui est en tension permanente. Après, Emmanuel Macron peut apparaître comme d'habitude, comme le grand sauveur, c'est-à-dire qu'une partie de son électorat, parce qu'une partie de son électorat, sa base, c'est que s'il incarne l'ordre, vous voyez, la fermeté, ce qu'ont commencé à faire Darmanin et d'autres, ici même, Amélie de Montchalin, qui a expliqué, nous, on est à votre micro, Patrick, nous, on n'est pas un pays de blocus, nous, on va répondre fermement. Darmanin, pareil. Donc en fait, ils veulent incarner la fermeté parce que l'électorat d'Emmanuel Macron, une partie, réclame cette fermeté. Après, on se souvient ce qui s'est passé aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, où il y a quand même eu
plus que les blessés, il y a même des morts. Bien sûr. Donc tout ça, quand même, il faut que le gouvernement le prenne bien en tête. On parlait de grain de sable tout à l'heure, dans la grande stratégie magnifique d'Emmanuel Macron pour dézinguer tous ses concurrents. Mais ça, ce grain de sable-là, il sait pas comment il va grossir ou pas. Vous savez, on est en période de ski. Hein. Vous savez, vous prenez un flocon, ça fait 2, ça fait 3, puis ça finit par faire une boule de neige, puis ça finit par faire une grosse boule de neige. Non, mais c'est vrai, il y avait eu des risques. Vous parliez, il y avait eu des blessés, en fait, lors des manifestations. Des Gilets jaunes. Il y a eu cette femme. Alors oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'à Paris. Mais il y a eu des gens qui ont été éborgnés, qui ont perdu leurs mains. Enfin voilà, c'est pas. On va suivre ça. Merci à vous au 0826 300 300, Thierry Guerrier, Éric Revel, et puis à l'ensemble en fait des auditeurs qui ont déjà appelé et qui peuvent continuer d'appeler parce que il y a une question qu'on se pose aussi. Est-ce qu'il y a une menace sur l'information? Est-ce que on parlait liberté, liberté. Est-ce qu'il y a une concentration en fait des médias en France? Est-ce qu'il la faut aussi d'ailleurs? Parce que pour l'instant, quand même, la concentration des médias, elle nous vient avant tout des États-Unis et elle commence à arriver de la Chine avec TikTok. Donc, on en parlera. Il faut bien regarder les choses complètement en face. C'est ça, on en parlera avec. Le principal, quand c'est l'État. Vous voyez, les médias publics, il faut en parler aussi, si vous voulez. Ah, mais vous allez voir, notre invité, il en parle aussi, et tout le monde en prend pour son grade, médias privés, médias publics. Il s'appelle Jean-Baptiste Rivoire, effectivement, dans La Vérité en face, l'Élysée, les oligarques contre l'info, au lien qui libère. On en parle dans quelques instants, Sud Radio, il est 9h33.